Salut tout le monde, précédemment dans la chaîne, on a résumé simplement et rapidement les factions de l'ordre. Maintenant, c'est au tour de la grande allégeance de la mort. Et contrairement à l'ordre qui réunit les factions sous un seul panthéon, la mort est unifiée sous un seul dieu, Nagash, le grand nécromancien, dieu de la non-vie et roi autoproclamé des après-vies de Shaiish, le royaume de la mort des royaumes mortels. Beaucoup de créatures le servent, vampires, spectres, zombies, squelettes, liches et même des golems d'os qu'on appelle les ossiarques. Mais peu importe ce qu'ils sont, tous sont soumis à une seule règle. Nagash est tout, et tous ne font qu'un en Nagash. Qui sont les ossiarques? Eh bien, ils sont l'armée d'élite de collecteurs de taxes de la dîme d'os de Nagash. Car oui, comme on dit, rien n'est certain sauf la mort et les impôts. Cette dîme est assez simple. Les cités mortelles sous le joug de Nagash se voient offrir un deal. Donner une quantité d'os proportionnelle à la population de façon régulière en échange de la protection de l'empire ossiarque. Et tant que vous payez, les ossiarques respectent absolument leur contrat. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont réglo et sans doute les serviteurs de Nagash les plus honnêtes. Par contre, le jour où vous payez un fémur en moins, ils vont avoir leur fémur. Sauf qu'il sera un peu plus frais que d'habitude. Les ossiarques ne sont aussi pas des morts-vivants classiques. Ce sont plutôt des golems d'os fabriqués par les mortisans, des membres vitaux des légions qui vont récupérer les âmes et transformer les os pour façonner les corps ossiarques sur mesure. Selon les besoins, ils peuvent créer des guerriers humanoïdes classiques, des demi-géants à 4 bras à la Générale Grievous, des formes animales pour ceux qui sont punis, ou même dans le pire des cas, des genres de ramasseurs d'os d'entrejambes. Oui, celle-là, je suis pas sûr de savoir pourquoi c'était une option, mais c'est peut-être une preuve que Nagash a un sens de l'humour. Mais là où ça devient aussi encore plus intéressant, c'est les gemmes d'âme que façonnent les mortisans. En gros, c'est un peu comme quand on customise un personnage dans un RPG. Sauf que là, ils vont combiner des morceaux de différentes âmes pour que chaque ossiarque soit des soldats d'élite, polyvalents ou spécialisés dans différents domaines. Par exemple, ils peuvent combiner un dueliste avec un médecin et hop, vous avez des soldats qui savent exactement où taper pour faire le plus de dégâts possible. Ou encore, toute une cohorte peut partager les fragments d'une même âme d'un stratège afin qu'ils bougent comme un seul corps et être parfaitement synchronisés. Grâce aux ressources que leur apporte la dîme d'os, chaque armée peut fabriquer d'autres armées qui vont ensuite elles-mêmes fabriquer d'autres armées et ainsi de suite. Une véritable machine de guerre exponentielle. La solution parfaite de Nagash pour étendre son empire de manière ordonnée. Qui sont les Hantes-Nuits? Eh bien, ce sont des spectres, mais tous les spectres ne sont pas des Hantes-Nuits. On va essayer d'éviter les amalgames nécromantiques. Surtout que les royaumes mortels, notamment Shaiish, le royaume de la mort, sont remplis de spectres pas forcément hostiles. C'est sur ce point que les Hantes-Nuits diffèrent avec les autres, car ils sont les esprits de criminels, d'assassins et d'âmes en peine. Des spectres torturés par les crimes qu'ils ont commis ou les traumas qu'ils ont subis. D'ailleurs, en un sens, ils sont plus l'écho de ces choses que des personnes qu'ils ont été durant leur vie. Il y a toujours eu de mauvais esprits dans les royaumes mortels. Mais la faction des Hantes-Nuits en elle-même a une origine plus récente. Ils ont été la conséquence d'un phénomène qu'on appelle le nécroséisme. Il s'agit du rituel raté que Nagash a essayé d'accomplir durant la guerre des âmes. Le but initial était de créer une vague d'énergie d'améthyste qui tuerait toute vie dans les royaumes, puis tous les relever sous les ordres du grand nécromancien. Fort heureusement, la première partie a été empêchée, mais la seconde, qui visait à relever les morts, a tout de même eu lieu. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si demain on vous disait qu'une bombe nucléaire allait tuer tout le monde. Mauvaise nouvelle. Mais ensuite on apprend que le mécanisme échoue. Bonne nouvelle. Puis vous apprenez qu'il y a eu des radiations qui se sont propagées partout. Mauvaise nouvelle de nouveau. Fort heureusement, ces radiations ne touchent que les morts. Ah, mais maintenant vous avez des milliards de spectres en colère qui sont si nombreux qu'ils éclipsent le soleil. Oui, la guerre des âmes a été un sacré ascenseur émotionnel pour les peuples des royaumes mortels. Cependant, malgré leur grand nombre, ils étaient grandement désorganisés. Et même Nagash n'arrivait pas à tous les contrôler à cause de leur nombre. C'est pourquoi il a nommé l'une des leurs pour être leur berger. Celle qui a été choisie est Tolinder, la mortarque du deuil, une ancienne impératrice qui avait atteint son rang en jouant le rôle d'une veuve endeuillée. Pour cette mascarade, Nagash l'a jugée et condamnée à ressentir la souffrance
qu'elle avait faim durant sa vie, et ce, bien avant l'arrivée des Antonuits. Et ironiquement, il n'avait même pas prévu que cette malédiction allait pouvoir faire d'elle un phare pour fédérer les processions de milliards d'Antonuits. On est sur le cas classique de Nagash, qui est un tyran sadique, et ça finit quand même par l'avantager. Qui sont les Ruines-âmes? Eh bien, ce sont les vampires des royaumes mortels. Tout le monde sait plus ou moins ce que c'est un vampire, mais qu'est-ce qui les rend différents dans Warhammer? Déjà, toutes les faiblesses classiques que vous pouvez imaginer, ça n'existe pas. Même si leur corps est brûlé, ils peuvent se régénérer à partir de leurs cendres. C'est des cafards, ça veut pas crever ces trucs. En plus de ça, le baiser de sang, la transformation en vampire, accorde aussi des pouvoirs sur la non-vie. Chaque ruine-âme est un véritable nexus de magie nécromantique. Et même les non-mages sont capables de commander aux morts. Et tout ça sans compter bien sûr une force décuplée. Mais cette malédiction a tout de même un prix, car leur soif de sang va peu à peu les transformer en bêtes qu'on appelle les Vargeist. Un vampire qui a atteint un stade animal et qui a entièrement perdu sa personnalité. Ce destin qui attend quasiment tous les vampires est quelque chose que beaucoup d'entre eux refusent d'accepter. C'est pourquoi beaucoup se parent dans des faux airs de noblesse, une façon de mettre un masque par-dessus la bestialité qu'ils cherchent à renier. D'autres cependant l'embrassent entièrement, dépendamment des dynasties auxquelles ils appartiennent. Les dynasties sont un peu similaires aux lignées de sang des vampires originels, et qui ont été créées dans l'ancien monde qui précède les royaumes mortels. Pendant l'âge des mythes, les vampires ont commencé en quelque sorte de la même manière que les lignées vampiriques. Nagash y a recréé certains individus qui allaient devenir les vampires originels de cette ère. Cela a commencé avec Neferata, la mortarque du sang, Manfred von Carstein, le mortarque de la nuit, ou Shoran, qui allait devenir le mortarque de l'illusion, et même peut-être quelques autres qu'on peut voir entre les lignes de l'histoire qu'on a essayé d'effacer. Quoi qu'il en soit, les vampires qui ont été créés par ces vampires originels ont fini par se voir accorder le droit de fonder leur propre dynastie. Cette liberté est due au fait que les royaumes mortels sont extrêmement vastes. Bien trop vastes pour qu'un seul seigneur vampirique puisse gérer des milliers de territoires. C'est pourquoi ils ont autorisé leurs vassaux à fonder d'autres dynasties. Et dépendamment des régions des royaumes mortels où elles allaient s'établir, elles allaient grandement se différencier les unes des autres. Même les pouvoirs de leur malédiction allaient devenir différents. Par exemple, la dynastie Avengori, qui allait s'établir à Gur, le royaume des bêtes, ont grandement été affectés par son vent de magie. Ils ont même développé une méthode pour accélérer physiquement leur transformation en Vargeist, tout en gardant leur individualité, gagnant ainsi la force de la bête qui sommeille en eux, en minimisant les désavantages. Et les royaumes mortels regorgent de vampires avec différentes mutations dépendamment des royaumes. On a des vampires loups-garous avec les Virkos, des chevaliers de sang avec une grande soif de savoir martial et un code d'honneur avec les Castellae. On a des vampirates qui semblent manier les terres-mères des Idonettes, ou même encore les vampires Tengorez, qui vivent à Ish, le royaume de la lumière. Donc ils vivent littéralement dans le soleil des royaumes, et ils construisent leur demeure dans des cavernes de cristal. Cela dit, j'espère qu'ils brillent pas comme des paillettes. Qui sont les cours de Manchère? À première vue, on dirait juste des cannibales dégénérés qui se prennent pour des héros chevaleresques. Mais ça, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'en vrai, ces monstres sont l'une des menaces les plus sous-estimées de Warhammer. Ils ont une sorte de délire collectif et ça agit un peu comme un lien psychique entre eux. Ça les rend super synchronisés au combat, presque comme un esprit ruche d'une nuée tyrannide. Sauf que chaque manchère garde quand même son individualité. Par exemple, si une brèche s'ouvre dans une forteresse qu'ils assiègent, ils vont tous avoir en même temps une vision angélique qui leur montre la voie. Puis ils s'y précipitent tous instantanément, sans même avoir besoin de parler. Et les effets du délirium vont encore plus loin. Leurs croyances peuvent littéralement se matérialiser dans la réalité, si assez d'entre eux y croient. Oui, comme les orques. Sauf que là où eux vont pouvoir tirer avec un pistolet vide, chez les manchères, leur délire peut n'avoir aucun rapport avec les lois de la réalité. Et pourtant, ça fonctionne. Par exemple, la cour des Claquepots vénère le soleil comme une divinité, et leur dévotion est telle qu'ils peuvent invoquer de véritables miracles de lumière et de feu, alors que leur dieu n'existe pas. Et donc vraiment, selon les délires des cours, les possibilités sont infinies. Et comme si ça suffisait pas, leur folie est contagieuse. Ils peuvent assimiler absolument n'importe qui et pas seulement des humains. Et donc, quand on combine leur synchronicité, plus les effets d'envoi, plus le fait qu'ils peuvent infecter les autres, ça en fait l'une des plus grandes menaces des royaumes mortels.
Maintenant, parlons des factions de la destruction. Une grande partie des créatures sauvages qui sont classifiées dans cette grande allégeance vont avoir leur légende plus ou moins liée à Gorka Morka, le dieu bicéphale des peaux vertes. Qui sont les clans Orruk? Il s'agit de différentes cultures orques des royaumes mortels. Et quand je dis culture, il faut imaginer des grands guillemets tout de même. On pourrait plus les surnommer 50 nuances de comment faire la baston. Mais ce serait un chouïa trop long. Même si ils ont quelques subtilités tout de même. À l'image de Gork et Mork, ils sont aussi brutals mais rusés et rusés mais brutals. Et justement, deux types de Orruk qui peuplent les royaumes mortels vont représenter parfaitement ces deux écoles. D'un côté, pour le côté gorkien, on a les Mâches-Fer, et pour le côté morkien, on a les Kruleboyz. Déjà, les Mâches-Fer, c'est majoritairement des bourrins, mais avec tout de même un petit peu de créativité. Ils aiment leurs armures, qu'ils font à partir de différents bouts de métal qu'ils trouvent au combat, puis ils les forgent à coups de poing et à froid. C'est pas du grand art, mais ça fait le taf. Il va y avoir différents clans de Mâches-Fer qui vont avoir chacun leur propre façon de combattre. Ceux en armure rouge, qu'on appelle les Dents de Sang, qui sont souvent montés pour aller le plus vite possible, afin de combattre le plus rapidement possible. Les Kikup en armure bleue, qui détestent tout ce qui est construit et démolissent tout en poussière sur leur passage. Et les Solidophères en armure jaune, qui ont surprenamment assez de patience pour planifier leurs attaques et attendre le bon moment. Ensuite, les orques qui font un peu miroir aux Mâches-Fer sont les Kruleboyz, des orques qui adorent les marais et détestent les combats loyaux. Pour eux, tout est permis. Brume toxique, poison, mettre ses déjections dans la réserve d'eau de l'ennemi, vraiment tout. Parmi leurs clans les plus connus, on a les lames qui surinent, qui sont des grands fans de guerre bactériologique. Non vraiment, entre des brumes de gaz hallucinogènes, ou même encore des maladies qu'ils vont commercer avec des serviteurs de Nurgle, ils utilisent tout tant que ça affaiblit l'ennemi. Sinon, il y a aussi les hurleurs, qui sont des fanas d'artillerie et d'armes à distance. Vous ne les verrez quasiment jamais au corps à corps, mais plutôt toujours cachés derrière un rocher pour faire pleuvoir des flèches. Aussi, il y a les Scranopendres, qui sont des maîtres des bêtes qui réunissent de grandes ménageries de monstres et de créatures insectoïdes. Et quoi qu'il en soit, que ce soit Mâches-Fer ou le Kruleboyz, les Orruk sont sans doute les créatures les plus heureuses des royaumes mortels. Car tout ce qui leur fait plaisir, c'est la baston. Qui sont les Gloomspite-Gits? Eh bien, c'est un groupe de différentes cultures gobelines assez particulières des royaumes mortels. Elles aiment vivre dans les cavernes moisies, se shooter avec des champignons hallucinogènes. Certains d'entre eux montent des araignées géantes, ou encore des squigs, ou des loups, et on peut même voir des trogotes des cavernes à leur côté. Toutes ces créatures différentes sont unies dans la vénération de ce qu'on appelle la mauvaise lune. Une sorte de corps céleste étrange qui apparaît et disparaît aléatoirement à travers les royaumes. Donc même si en apparence ça a l'air d'être une lune, c'en est pas vraiment. Elle se rapproche plus d'une sorte d'entité Lovecraftienne qui ignore les lois de la physique et provoque des vagues de folie cauchemardesques partout où sa lumière passe. Même si elle fait l'objet d'une vénération commune des différents clans gobelins, ils ne la voient pas tous de la même façon. Les lunes glands croient que Gorka Morka a essayé de croquer dans cette lune et se serait cassé une dent, et ce qui leur aurait transféré une partie de ses pouvoirs. Ils cherchent à tout prix à l'atteindre par tous les moyens, car ils pensent qu'elle amènera la grande moiteur, une sorte de futur humide paradisiaque qui leur apportera une grande prospérité à eux et à leurs champignons. D'autres clans, comme les Villeband, vont apporter des variations à cette légende, même si, à leurs yeux bien sûr, il s'agit de la vérité vraie. Ces derniers pensent que la mauvaise lune est poursuivie par un mauvais soleil qu'ils appellent Brifas Crèves-Yeux. Sauf que dans son cas, il s'agit juste du soleil. Les crocs d'araigne, quant à eux, pensent qu'il s'agit d'un œuf de la déesse araignée, et qu'un jour, il finira par se craquer et faire pleuvoir les enfants de leur déesse sur les royaumes. Mais malgré leurs différences théologiques, on peut voir ces différents clans de gobelins lunatiques combattre ensemble à travers les royaumes, poursuivant les apparitions de la mauvaise lune. Qui sont les tribus ogres? Eh bien, il s'agit de différentes cultures ogres des royaumes mortels. Sans grande surprise, ils aiment la bonne bouffe. Mais ce qui va les rendre assez particuliers, c'est qu'ils sont vraiment capables de dévorer n'importe quoi. Et pas que des choses organiques. Non vraiment, si c'est solide, ils peuvent le bouffer. Même du métal, des cailloux, du sable, tout peut les sustenter. Bon, même si bien sûr, de manière générale, leur péché mignon, ça reste bien évidemment la barbaque. Les tribus ogres vont vénérer différentes divinités. La plupart vont d'ailleurs vénérer une entité qui s'appelle la gueule, une sorte de dieu dévoreur.
Et même là, il va y avoir différentes interprétations quant à ce qu'elle est. Certains l'associent à Gorkamorka, le dieu des peaux vertes. D'autres pensent qu'il s'agit de l'esprit de Gur, le royaume des bêtes. Mais quelle que soit son origine, cette entité semble apporter des pouvoirs aux ogres. Certains chamans, comme les bouchers, sont capables de voir l'avenir dans les intestins de leur proie. Et ils se servent même aussi de la viande pour canaliser leur étrange magie qui s'appelle la gastromancie. Avec elle, ils peuvent renforcer d'autres ogres, ou même encore manipuler les organes internes de leurs ennemis. Ce qui peut aller d'une chaise de tous les diables à complètement liquéfier des boyaux. Il existe aussi d'autres ogres dont la culture ne tourne pas entièrement autour de la gueule. On les surnomme les hors-de-givre, et ces tribus sont nomades, mais pas par choix. Il y a bien longtemps, quelque chose les a maudits à être poursuivis par quelque chose qu'ils appellent l'hiver éternel. Une sorte de tempête permanente de givre qui les poursuit partout où ils vont. Et si jamais elle venait à les rattraper, ils seraient prisonniers vivants dans la glace, condamnés à potentiellement avoir faim éternellement. Un sort bien évidemment pire que la mort pour des ogres. C'est pourquoi ils ont fini par dompter de nombreuses créatures hivernales, afin de toujours garder une certaine distance entre eux et la malédiction qui les poursuit. Cela dit, certains ont aussi obtenu le don de canaliser l'hiver éternel et de faire du froid leurs armes. En dehors de ces cultures, on peut même voir les ogres parmi les forces du chaos ou même de l'ordre. C'est un peuple qui a souvent tendance à s'ouvrir au mercenariat, car tous ont un but très simple, la bouffe. Qui sont les fils de Behemat? Il s'agit d'une culture de géants qu'on appelle les méga-gargants. Les géants, vous voyez ce que c'est? Maintenant, imaginez-en un aussi grand qu'une montagne. Comment est-ce qu'ils ont atteint des tailles aussi immenses, me direz-vous? Eh bien, selon les légendes racontées par les matriarches de leur tribu, cela serait dû à Behemat, le titan monde. Behemat était une divinité animale qui était si fort qu'il est devenu le bras droit de Gorkamorka lui-même. Cependant, quelque chose a fini par le pousser à imposer des épreuves à Behemat, afin qu'il se montre digne d'être son champion. Behemat a réussi ces différentes épreuves jusqu'à la dernière, affronter le dieu roi en personne, Sigmar Umberhogen. Lorsque le titan monde l'affronta, Sigmar réussit à placer un coup du Galmaraz en plein dans sa tronche. Vaincu et blessé, le titan monde dévora des forêts de Giran pour se remettre du combat. Cela dit, le coup avait été si fort qu'il était encore sonné, et il a commencé à vomir. Et apparemment, ce serait de ça que sont nés les méga-gargants. Et oui, il se serait littéralement fait gerber par Behemat. On peut douter de la véracité de cette histoire, mais le fait est que les fils de Behemat sont les géants les plus grands après leur supposé créateur. Plus récemment, dans l'âge de Sigmar, Behemat avait été tellement corrompu par le chaos que les éternels de rage ont dû l'abattre. Un acte qui a tiré l'ire de nombreux méga-gargants, notamment par le plus ancien d'entre eux, le roi Brod, qui serait l'un des premiers à être né de la bouche de Behemat. Et aussi, étrangement, depuis la mort du Titan Monde, les méga-gargants ont atteint des tailles encore plus immenses, comme si le pouvoir de Behemat se propageait à travers eux. C'est bien que certains pensent que l'un d'entre eux finira par devenir le nouveau Titan Monde.